toutes et tous. Ravi de vous accueillir dans le salon Henri IV de la ville de Lyon pour cette conférence. Je suis ravie de présenter, j'adore cette conférence, j'aime beaucoup celle-ci, sur les métiers de l'énergie. On va en 45 minutes, voilà, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas partir avec toutes les informations, toutes les questions que vous vous posez, que vous soyez en projet, en réflexion ou en reconversion. L'idée, c'est que vous ayez quand même un minimum d'informations pour continuer votre projet professionnel. Et puis, nos exposants, et notamment sur l'industrie et en particulier sur les métiers d'énergie, sont présents au rez-de-chaussée avec un immense stand qui s'appelle « Avec l'industrie ». Vous ne pouvez pas les rater si vous êtes passé par le rez-de-chaussée. Et puis, les deux autres cabinets que j'espère vous donneront aussi des contacts, puisque eux ne vont pas rester toute l'après-midi. Donc, métier de l'énergie, on va parler nucléaire, on va démarrer par ça. On va parler ENR, tout ce qui est énergie renouvelable. Et puis, on va parler aussi méthanisation, biogaz. Donc voilà, on essaiera de prendre quelques questions pour, c'est vraiment en fonction du temps qui va nous rester. Et puis, sinon, n'hésitez pas à reprendre contact avec les différents intervenants et nos speakers que je remercie cet après-midi de s'être rendus disponibles. Très bonne conférence. Merci Delphine. Moi aussi, je l'aime beaucoup cette conférence. Je l'aime beaucoup. Alors, on l'a jouée une première fois en webinaire au mois de novembre. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de montrer la complémentarité entre les différentes sources d'énergie et de production d'électricité sur lesquelles la France a choisi de se développer. Et donc, je suis très heureuse de parler nucléaire aujourd'hui. Mais juste pour un tout petit tour d'horizon, j'ai travaillé aussi dans le développement de projets énergie renouvelable. J'ai travaillé aussi dans les projets d'efficacité énergétique avec les collectivités locales. Et donc j'ai un bon panel, j'ai testé pas mal de solutions et donc je connais leur complémentarité et je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le nucléaire, une énergie décarbonée qui recrute. Je suis Hélène Willig, donc la correspondante pour la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'Université des métiers du nucléaire, donc une association qui a 3 ans maintenant et qui travaille à promouvoir les métiers du nucléaire, les métiers techniques qui recrutent, les formations qui mènent à ces métiers et vous aider à avoir confiance dans l'avenir de cette énergie et dans le fait que vous pouvez y passer un bon moment dans votre vie professionnelle et y prendre plaisir. Quelques chiffres pour situer cette filière. Aujourd'hui, donc c'est la 3e filière industrielle française après l'automobile et l'aéronautique. Aujourd'hui, ce sont 220 000 salariés qui travaillent dans la filière, dans 3200 entreprises. Une très grande majorité d'entre elles sont des TPE et des PME. Et une très grande majorité d'entre elles travaillent pour d'autres secteurs que l'énergie nucléaire. Vous avez à droite quelques grands acteurs que vous connaissez peut-être, EDF, Orano, Framatome, Landra, CEA, Naval Group. Et puis il y a surtout une multitude de petites entreprises qui viennent donc compléter cette filière industrielle. C'est une énergie décarbonée. Vous voyez dans la bulle en bas à gauche que c'est un mode de production d'électricité qui, sur la durée complète du cycle, produit 12 grammes de CO2 pour chaque kilowattheure fabriqué, quand le charbon en émet... Pardon ? 400 fois plus. Non, 200 fois plus, pardon. 800 grammes. Donc il y a quelques grands acteurs qui sont présents sur toute la vie des installations nucléaires en France. De la recherche au démantèlement, ça aussi c'est une spécificité française. On est vraiment présent sur toute la chaîne de valeur, donc de la recherche en passant par les gens qui conçoivent des réacteurs nucléaires, qui les construisent, qui les exploitent, qui les améliorent et qui les démantèlent. Ce sont les projets de ces grandes structures qui génèrent les emplois que nous affichons aujourd'hui pour réussir les projets industriels qui sont à l'écran. Donc, dans les 10 ans à venir, une continuité dans les projets industriels et un redémarrage du nucléaire et des grands programmes qui vont structurer cette filière. Donc, dans le programme du nouveau nucléaire français, vous avez peut-être
entendu parler de la construction de 3 paires de réacteurs de type EPR2. Je dis peut-être parce qu'on est sur l'une des 3 régions qui va accueillir 2 réacteurs de ce type à Bugey. Les 2 autres régions sont la Normandie avec le site de Penly et les Hauts-de-France avec Gravelines. Le programme Grand Carénage qui vise à toujours améliorer l'efficacité des centrales nucléaires existantes qui produisent, donc les centrales qui produisent de l'électricité et qui nous permettront de faire fonctionner les réacteurs au-delà de 40 ans. Pour la déconstruction, la construction du site de CIGEO qui permet d'enfouir les déchets. Le démantèlement de certaines installations nucléaires qui est aussi source d'activité et d'emploi. Vous avez ici sur la région 2 réacteurs qui sont en cours de démantèlement et qui génèrent de l'activité. Le développement des petits réacteurs ou des réacteurs innovants. J'ai cité ici les Small Modular Reactors. Vous avez plusieurs startups qui sont installées à Lyon et qui travaillent à la conception, à l'ingénierie de ce type de réacteurs. Et puis on a aussi dans la région des usines qui travaillent sur le combustible. Vous avez des usines de Framatome et Orano qui génèrent de l'activité. Pour réussir tous ces projets industriels, la filière estime les besoins de personnes recrutées et formées à 100 000 dans les 10 ans à venir, donc avec des pics selon les calendriers des projets. Et c'est une estimation fourchette basse qui est faite à partir des projections que font les entreprises sur leur carnet de commandes et sur leurs projets. Beaucoup d'entreprises disent avoir des difficultés à recruter dès à présent ou anticiper des difficultés de recrutement. Et donc, on a mis en place un plan d'action pour améliorer l'attractivité des métiers de l'industrie et de l'industrie nucléaire en particulier, et attractivité aussi des formations qui mènent à ces métiers. J'ai mis un petit warning en bas à droite de la page, car les chiffres que j'utilise aujourd'hui sont en cours de révision. Ils sont basés sur une étude qui a été faite au printemps l'année dernière. Et par exemple, au printemps l'année dernière, on parlait des 3 premières paires de PR2 et on entendait parler de 4 paires additionnelles, ça se précise. Donc voilà, il y a aussi des projets à l'étranger qui peuvent générer de l'activité dans les entreprises en France, sur le sol français, et qui seront prises en compte dans la mise à jour de cette étude. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'industrie nucléaire, donc c'est la première région électronucléaire de France. Donc si vous avez un chiffre à retenir, c'est que Auvergne-Rhône-Alpes représente entre 20 et 25% de tous les chiffres que vous entendrez sur le nucléaire. En nombre d'entreprises, en production d'électricité, en emplois à venir. Donc 50 000 emplois environ en Auvergne-Rhône-Alpes. 650 entreprises qui ont un chiffre d'affaires significatif dans le nucléaire. Donc ce sont 1200 entreprises qui travaillent au moins un peu pour le nucléaire et 650 qui ont leur siège ici et qui travaillent, qui ont un chiffre d'affaires significatif pour le nucléaire. 25% de la production française d'électricité bas carbone d'origine nucléaire. Mais vous savez aussi que nous sommes dans une région où l'hydroélectricité produit beaucoup d'électricité bas carbone et on a aussi la chance par voilà, notre géographie d'avoir du développement d'énergie renouvelable, mais mes partenaires vous en parleront mieux que moi. Des sites industriels exceptionnels qui sont gros, donc que vous avez peut-être vu, soit quand vous prenez l'A7, que vous descendez la vallée du Rhône, donc je veux parler des centrales nucléaires de production d'électricité. On a aussi des usines de Framatome qui travaillent à fabriquer les assemblages combustibles donc qui sont mis au cœur du réacteur nucléaire. En fait, ce sont ces crayons qui sont assemblés les uns avec les autres et qui vont créer la réaction en chaîne qui développe toute cette chaleur au centre du cœur du réacteur et qui est ensuite transformée et qui devient de l'électricité au bout du cycle. Orano, Tricastin, qui est vraiment sud de notre région, mais qui elle aussi a 2 usines et un projet d'extension de son usine d'enrichissement d'uranium qui pose plusieurs milliards sur la table pour l'extension de cette usine, donc qui va générer beaucoup d'activités. Tout le cycle nucléaire est présent dans la région, à l'exception d'une activité, la fabrication des gros composants, qui est dans la région voisine, en Bourgogne-Franche-Comté, avec les usines de Framatome qui fabriquent les énormes pièces forgées, qui sont notamment la cuve du réacteur ou son couvercle.
les générateurs de vapeur aussi. Pour ceux à qui tous ces termes ne parlent pas du tout, et je suppose qu'il y en a dans la salle, je vous inviterai en fin de présentation à vous rendre sur un portail d'information où vous pouvez trouver des explications si le cœur vous en dit. Les projets, j'en ai parlé un petit peu. Il y a les 2 réacteurs de type EPR2 à Bugey. Il y a le programme de maintenance des 14 réacteurs de EDF qui tournent ici. Il y a l'extension de l'usine d'enrichissement d'Orano à Tricastin et le démantèlement du réacteur de Crémalville et de Bugey 1. Ce que j'aimerais que vous ayez en tête aujourd'hui, donc environ 50 000 équivalents temps plein qui sont en activité pour le nucléaire, donc 22% du nucléaire civil. Je ne saurais pas vous parler du nucléaire défense, j'espère que vous m'en excuserez. C'est un secteur sur lequel je ne travaille pas pour l'instant. Gardez en tête simplement que les entreprises qui travaillent pour le nucléaire civil sont aussi celles qui travaillent pour le nucléaire défense. Et quand on a l'État qui annonce des projets d'ampleur sur le nucléaire de défense, eh bien, c'est aussi un appel d'air pour les gens qui s'intéressent à ces métiers-là. Environ 2/3 de ces emplois se trouvent chez des industriels en dehors des grandes entreprises qu'on appelle les grands donneurs d'ordre. Et donc, nous avons besoin de recruter et former environ 20 000 personnes dans les 10 ans à venir. Je vous ai ensuite fait une liste des métiers, toujours basés sur l'étude du printemps de l'année dernière, qui recruteront le plus en valeur absolue. Sur certains métiers, ça peut représenter jusqu'à 100% du nombre de personnes aujourd'hui en poste dans les 10 ans à venir. Et puis, selon on va dire, le volume d'emploi que représentent ces métiers, les augmentations peuvent être différenciées. On a une spécificité en Auvergne-Rhône-Alpes que j'ai déjà évoquée avec certains d'entre vous qui sont venus me voir ce matin sur le stand, c'est qu'on a une grande concentration des bureaux d'études, des prestataires d'assistance technique, de l'ingénierie d'une manière générale, et donc plus qu'ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes, on recrute des niveaux Bac plus 5, mais vraiment pas que, c'est juste plus qu'ailleurs, c'est un petit peu plus de la moitié de nos recrutements. Et le reste des recrutements, c'est tout niveau de qualification et aussi sans qualification. Et donc des ouvriers, des techniciens dont on a besoin pour réussir nos projets. J'ai classé par grande famille de métiers les métiers qui recruteront le plus. Donc à commencer par les métiers autour du projet, donc métier de chef de projet, ingénieur d'études pour la conception mécanique, pour le génie civil, pour l'installation générale, pour la conception électrique. Les ingénieurs sûreté nucléaire, ce sont ceux qui sont là pour garantir que les centrales et que les installations nucléaires en France fonctionnent en toute sûreté et de manière à protéger l'homme et son environnement. Donc ce sont des gens très très importants. Ingénieurs d'exploitation, génie climatique. Ensuite, on passe aux métiers qui vont permettre la conception et la construction des nouvelles installations, dessinateurs projeteurs génie civil, projeteurs BIM. Et puis sur le chantier, puisqu'il va y avoir du chantier chez Orano à Tricastin et à Bugey, des conducteurs de travaux, des câbleurs, des électriciens, des soudeurs, tuyauteurs, monteurs, techniciens essais, méthodes et managers de production. Donc il va y avoir des appels de charges en fonction des calendriers des projets. Et si je prends l'exemple des 2 nouveaux réacteurs qui seront construits à proximité de la centrale de Bugey, si le projet est... si on va au-delà des annonces qui sont faites et que le projet rencontre l'assentiment de la population à l'issue du débat public, les travaux de terrassement démarreront en 2027-28. Donc c'est très bientôt. Et au pic du chantier, on aura 8000 personnes qui travailleront sur ce chantier pour construire les deux EPR. Donc on a des appels de charges en termes de recrutement pour réussir tous les projets sur les installations qui existent déjà, et puis des pics en fonction des projets du nouveau nucléaire qui seront appelés dans la région, ou pour des entreprises de la région ailleurs en France. Alors,
Je disais tout à l'heure qu'on recrute à tout niveau de qualification, on recrute partout en France, on aimerait recruter plus de femmes. On a une attention toute particulière sur les profils de femmes dans notre industrie. Et je vous ai mis à l'écran 2 exemples d'accompagnement des projets de reconversion. Donc sur la gauche de l'écran, on a travaillé à monter une promo de 12 personnes qui se destinent au métier de robinettier tuyauteur pour le nucléaire. Et donc, quelles sont les différentes phases pour arriver dans cet emploi de robinettier tuyauteur? Eh bien, les partenaires de l'emploi, donc s'il y a France Travail dans la salle, qu'ils veuillent bien m'excuser, j'ai encore mis l'ancienne appellation. Donc France Travail, les missions locales, Cap Emploi, les plis, les services emploi des collectivités et parfois des entreprises qui ensemble ont recruté et mis dans une promo 12 personnes qui sont parties en formation au cours de laquelle ils ont à la fois appris le geste métier, obtenu une qualification, un titre professionnel et aussi passé des habilitations qui sont indispensables pour avoir le droit d'exercer ce métier dans un site nucléaire. C'est un environnement de travail sensible, particulier, qui nécessite des habilitations. Cette formation a été animée par un organisme de formation qui est reconnu pour sa capacité à faire. Donc ça peut être un Greta, ça peut être l'AFPI, c'est voilà, toujours des organismes de formation qui travaillent en lien avec les entreprises et qui proposent aux personnes qui sont formées des passages en entreprise réguliers. Ça vous permet de vérifier que l'environnement de travail auquel vous vous prédestinez vous convient. Puis ça vous permet de vous dire que si ça ne vous convient pas, eh bien, vous ne serez pas heureux et que c'est le moment de peut-être changer votre fusil d'épaule. Et puis, au cours de cette formation et pendant les stages ou les job dating qui sont organisés dans le planning de cette formation, vous pouvez être recruté par les entreprises avec lesquelles la formation a été montée. Donc ça, c'est un exemple vécu pour former et recruter des robinettiers tuyauteurs. Sur la partie de droite, je reviens sur une méthode de recrutement qui a été mise au point par France Travail depuis longtemps. Donc c'est une méthode éprouvée. Et France Travail a dédié des ateliers de la méthode de recrutement par simulation à 17 métiers spécifiques. Voilà, c'est ma dernière page. 17 métiers spécifiques au nucléaire. Donc je vous en ai mis quelques-uns sur la droite. Donc on a parlé des robinettiers tuyauteurs, donc là chaudronnier tuyauteur, mécanicien sur machine tournante, conducteur d'installation, rodier, ou agent de laboratoire qualité. Donc vous voyez des métiers qui sont très différents les uns des autres. Alors qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette méthode de recrutement? Moi, je la trouve très intéressante parce que pour réussir 100 000 recrutements, il faut que les entreprises acceptent de recruter différemment de ce dont elles ont l'habitude, acceptent de s'intéresser à des profils qu'elles n'ont pas encore dans leurs équipes et peut-être qu'elles n'imagineraient pas accueillir dans leurs équipes. C'est une méthode qui est centrée sur les exigences du poste, ce qu'on attend de la personne dans son poste de travail pour être efficace. Pas discriminatoire, pas de sélection, on ne vous demande pas de diplôme ni d'expérience professionnelle, on vous met en situation pour évaluer vos habiletés sur des critères mesurables qui ont été bâtis, construits avec les entreprises industrielles qui recrutent. Il y a un entretien qui est axé donc sur la mise en situation que vous aurez vécue et sur votre motivation à aller dans cette filière pour exercer ce type de métier. Et donc, vous pouvez, via cette méthode, soit être ensuite proposé directement sur un poste ou proposé pour une formation qualifiante à l'issue de laquelle vous pourrez être embauché si tout se passe bien pour vous, si le métier vous plaît et si dans votre comportement et dans ce que vous avez démontré pendant la formation, vous répondez aux exigences des employeurs. Donc voilà 2 exemples. Je m'en arrête là, Delphine. Je pense que j'ai respecté le timing. Vous avez là une page de ressources si vous voulez aller plus loin. Et surtout, retrouver ma collègue Caroline, parce que moi, je vais partir malheureusement après cette conférence. On a un stand au rez-de-chaussée avec d'autres industriels, puisque notre intérêt, c'est vraiment de donner envie au plus grand nombre d'entre vous de vous intéresser à l'industrie, et alors moi, plus particulièrement à l'industrie nucléaire. Donc prenez ça en photo, je suis aussi votre contact, si vous avez besoin, n'hésitez pas, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce que vous avez
une ou deux questions. Le temps, voilà. Oui, monsieur. Change de Question nulle. Est-ce que vous pensez que ces métiers de construction de centrales nucléaires sont sous tension parce que manque du monde, et également quand ces centrales sont construites, est-ce que les métiers de conduite de ces centrales sont sous tension? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une urgence à contrôler son gros, par exemple Oui, alors il y a une urgence à la fois sur la construction, notamment quand on est dans une région où il y a beaucoup d'autres projets qui font appel au même métier. Je pense au Lyon-Turin, par exemple. Donc on a de la chance. La planification des grands chantiers dans la région est plutôt harmonieuse. Et pour être conducteur de travaux sur un chantier nucléaire, il n'y a pas besoin de compétences spécifiques supplémentaires par rapport à être conducteur de travaux sur le Lyon-Turin. Donc oui, ce sont des métiers en tension. Et donc moi, je vais, la semaine prochaine, échanger avec les collègues des travaux publics pour voir quelles actions on pourrait mener ensemble pour mettre en avant ces besoins dans le temps. Et donc rassurer les personnes qui veulent se diriger vers les métiers du chantier sur le fait qu'ils auront du boulot longtemps, parce qu'effectivement, une fois que les centrales sont construites, le chantier se replie. Et sur les métiers de l'exploitation, là encore, je vous ai montré, enfin on l'a pu à l'écran, que les métiers de l'exploitation sont aussi des métiers sur lesquels on va beaucoup recruter. Et donc oui, quand on a une centrale nucléaire de 2 tranches, c'est 800 personnes pour faire tourner les 2 tranches nucléaires. Donc oui, ce sont aussi des métiers sur lesquels on va recruter. Merci Hélène, merci beaucoup. Merci. Vous pourriez remettre le dernier slide, je n'ai pas eu le temps de prendre en photo. Sinon, je donne ma page. Ah, non mais tout est possible. Mais il y a peut-être pas que moi. Ouais. Je ne te rends peut-être pas en fait. Sinon, tout est enregistré pour les personnes qui n'auraient pas pris suffisamment de notes, parce qu'on sait que les timings sont assez serrés, les conférences sont enregistrées, donc vous avez aussi accès à ces slides. Merci beaucoup Hélène. Du coup, c'est bon pour les photos. Je peux changer mon sujet. Avec Hélène, c'est à vous. Avec plaisir. Pour le cabinet et la TOS. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, je crois que oui. Bonjour à tous, moi je suis ravi également de participer à cette conférence sur les métiers de la reconversion professionnelle, notamment dans les énergies renouvelables. Pour me présenter rapidement, je suis Guilhem Ricard, je travaille en tant que responsable du pôle recherche pour un cabinet de recrutement qui s'appelle Elatos. Ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que je fais du recrutement et ça fait 3 ans que je suis chez Elatos. Elatos, pour nous présenter rapidement, on est un cabinet de recrutement qui existe depuis 2002 pour le recrutement de dirigeants et de cadres, notamment dans le secteur des énergies, de l'environnement, transition énergétique et dans le digital. Mais plus particulièrement aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les énergies renouvelables, ce qui représente quasiment 80% de notre chiffre d'affaires, on va dire ça comme ça, à peu près. Pour nos clients, on a l'habitude de recruter tout type de profil, c'est-à-dire des commerciaux, des chefs de projet, des ingénieurs, de la communication, du juridique, des financiers. Ça peut être après des responsables d'équipe, des responsables régionaux, des membres de CODIR, etc. Bref, vous avez compris que c'est globalement assez généraliste, plutôt des profils expérimentés et ensuite dirigeants et cadres. S'il est vrai quand même que nos clients ont pour habitude de recruter beaucoup des profils qui viennent déjà du secteur des énergies renouvelables pour, en gros, de la concurrence pour les amener chez eux. Ils sont quand même de plus en plus ouverts à aller chercher des profils qui sortent du secteur des énergies renouvelables. Et nous, en tant que cabinet de recrutement, on est un peu pivot là-dedans et on les accompagne dans cette démarche-là pour aller chercher des profils ailleurs. Et j'ai pris comme exemple, j'en ai pris 6 comme ça qui ne sont pas forcément tous basés dans la région lyonnaise ou région Rhône-Alpes-Auvergne, mais dans l'idée, c'est juste pour vous donner des typologies de profils un peu variés où il y a des reconversions assez classiques et on a déjà connu ces reconversions-là et on sait que ce sont des exemples qui ont déjà fait leurs preuves. En quelques mots, par exemple, je peux vous présenter le poste de responsable foncier solaire photovoltaïque, donc en l'occurrence pour Mosaïque Énergie, mais peu importe, c'est un métier assez classique. L'idée, c'est de faire de l'identification foncière, d'aller négocier des baux emphytéotiques avec les propriétaires fonciers, d'aller sécuriser ces baux, de faire de la relation avec les propriétaires, de la relation avec les élus pour obtenir l'adhésion des riverains, l'adhésion des différentes parties prenantes pour accepter les projets ENR.
pour ces métiers-là, il n'est pas forcément nécessaire de connaître les énergies renouvelables. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir ces compétences-là. Et où est-ce qu'on trouve ces compétences-là? Ça peut venir de la promotion immobilière, ça peut venir de l'aménagement du territoire, les carrières, l'expansion de la grande distribution, les SAFER, les collectivités, l'urbanisme commercial, etc. Et puis, il y a un autre facteur très important, c'est que les développements des projets et des énergies renouvelables se font beaucoup dans le monde rural ou périurbain, parce que des parcs éoliens et des parcs photovoltaïques au sol, on ne les trouve pas en ville. Donc il faut avoir une bonne connaissance du milieu rural, être capable de discuter avec ce monde-là, être capable d'aller approcher les agriculteurs pour discuter un peu et leur expliquer pourquoi vous souhaitez développer un projet proche de chez eux. Et donc finalement, connaître ce monde agricole, il y a aussi d'autres gens. Par exemple, on peut imaginer des vendeurs de matériel agricole qui ont l'habitude d'aller discuter avec ces gens-là. On pourrait aussi les retrouver sur la partie prospection foncière. Ça, c'est un exemple de reconversion. Et nous, en tant que cabinet de recrutement, on est très souvent confrontés à des profils. Par exemple, en ce moment, la promotion immobilière ne se porte pas très bien parce que c'est compliqué de développer de la promotion immobilière en ville. Et du coup, les gens veulent sortir un peu de ce secteur parce que ça n'embauche pas très bien. Et du coup, les énergies renouvelables est un marché bien dynamique. C'est une reconversion qu'on voit très régulièrement. Un autre poste un peu similaire, c'est ce qu'on va appeler un poste de chef de projet. Alors en l'occurrence, là, il y en a un qui est basé à Lyon. Un chef de projet, c'est quelqu'un qui va souvent piloter ça va dépendre des structures en fonction de leur maturité, de leur développement, de l'organisation au sein de leurs équipes. Mais un chef de projet, souvent dans les énergies renouvelables, c'est quelqu'un qui va intervenir dès l'identification foncière, donc en partenariat avec, souvent en binôme, avec des responsables fonciers, avec des cartographes, etc. Donc de l'identification foncière jusqu'à l'obtention des autorisations d'urbanisme, des autorisations, des permis de construire, etc. En passant par donc les autorisations purgées de tout recours. Donc vous allez travailler avec toute la partie concertation publique, piloter les prestataires, piloter les bureaux d'études, négocier auprès des élus, etc. Donc vous allez organiser des réunions de concertation publique avec les riverains, etc. Donc ce sont des choses, de la même manière que pour un responsable foncier, il n'est pas particulièrement nécessaire de connaître les énergies renouvelables. C'est sûr que dans votre discours, quand vous allez devoir convaincre des riverains qui vont être opposants au projet éolien que vous souhaitez faire à 200 mètres de chez eux, si vous n'êtes pas vous-même convaincu par le bien fondé du projet, ça ne va pas être facile. Mais par contre, si vous êtes convaincu par les énergies renouvelables et que vous avez la volonté de vous investir pour développer cette énergie, que ce soit éolien ou photovoltaïque, et que vous avez un peu les compétences évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire les problématiques d'aménagement du territoire, savoir lire des PLU, etc., ça peut tout à fait être une reconversion possible. J'ai aussi pensé à un poste d'ingénieur bureau d'études. En l'occurrence, là, c'est pour un installateur. Un ingénieur bureau d'études photovoltaïque. L'objectif pour un métier comme ça, c'est de faire des études techniques de conception et de dimensionnement des centrales photovoltaïques, des études de product type, des études de consommation, des notes de calcul, du choix de matériel électrique, etc. Donc, oui, c'est sûr que si vous connaissez déjà ces problématiques-là, que vous avez déjà travaillé sur du photovoltaïque, ça facilite les choses. Et c'est pour ça qu'il y a certains clients, en fonction de leur contexte, qui vont préférer des gens qui viennent déjà de ce secteur-là, qui ont déjà fait la même chose chez des concurrents. Mais en fait, pour un tel poste, la priorité, c'est avant tout de connaître le monde électrique. Donc ça veut dire savoir dimensionner, savoir câbler, choisir des onduleurs, choisir du matériel électrique, connaître les problématiques de raccordement, faire des schémas unifilaires, des schémas électriques, etc. Alors moi, je ne suis évidemment pas du tout spécialiste de ces sujets-là, mais c'est aussi un exemple de reconversion qu'on a l'habitude de traiter. C'est assez fréquent. Et en l'occurrence, par exemple, ce poste-là, il est certes basé à Avignon, mais ce client est tout à fait ouvert à prendre un profil qui ne vient pas de la concurrence, mais qui viendrait d'un autre bureau d'études électriques qu'on pourrait trouver, l'électricité pour les télécoms par exemple, l'électricité même dans le nucléaire, ça serait possible. Voilà, plein de choses possibles. Voilà. Enfin, j'ai trois autres idées pour des postes plutôt dirigeants. Alors pareil, là par exemple pour un poste de directeur général délégué finance. En l'occurrence, là, c'est une entreprise en pleine croissance. Je vous donne des exemples concrets parce que en fait, ça pourrait s'appliquer dans plein d'autres entreprises et plein d'autres secteurs aussi. Mais en gros, là, l'entreprise, elle est en pleine croissance. Elle a racheté d'autres structures. Elle existe depuis 20 ans dans les ENR. Et puis, suite à ce rachat, il y a la nécessité de se structurer différemment, de gérer la comptabilité, de gérer les finances, de gérer le contrôle de gestion. Là, leur problématique principale, c'est surtout ça, c'est pas tellement de connaître le monde du photovoltaïque. Par contre, étant donné qu'on est quand même beaucoup orienté bâtiment, qui a une notion de gestion de projet,
il y aura une préférence pour quelqu'un qui viendrait du milieu du bâtiment. Si quelqu'un a déjà fait en tant que directeur financier ou responsable administratif et financier, qui a la volonté de prendre un peu plus de hauteur stratégique et qui connaît très bien le monde du bâtiment, ça pourrait tout à fait être une possibilité de reconversion et de mettre un premier pas dans le monde du photovoltaïque. Voilà, il y a un poste de directeur technique, innovation et innovation ENR. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'est de piloter les équipes de construction, de raccordement, de mise en service pour les centrales photovoltaïques et éoliens en France. Oui, il va falloir manager ces équipes-là un peu techniques. C'est bien si vous connaissez ce qu'ils vont rencontrer au quotidien parce que vous allez les manager et c'est pratique. Mais en fait, il y a quand même 3 versants principaux sur un poste comme celui-là. C'est vraiment comprendre à la fois, bon, venir du monde de l'ingénieur et être capable de comprendre un peu la technique, ça c'est bien, ça serait mieux, même si ce n'est pas la technique des énergies renouvelables, mais d'autres secteurs, on y viendra après, ça pourrait être pertinent. Mais il y a aussi, un aspect très important du poste, c'est qu'il faut amener le client sur un secteur sur lequel ils ne sont pas encore, sur des marchés sur lesquels ils ne sont pas encore, donc il y a un côté innovant. Et ça, finalement, amener la société vers, j'en sais rien, l'éolien offshore, vers le stockage, vers l'hydrogène. Si vous ne connaissez pas le secteur, ce n'est pas très grave. Par contre, il faut avoir cet état d'esprit un peu d'aller attaquer un nouveau marché, d'aller prospecter, comprendre, benchmarker un marché que vous ne connaissez pas encore. Donc ça, c'est des métiers où l'innovation est très important. Et puis ensuite, il y a un autre point, c'est un poste où c'est très structurant parce que l'entreprise a bien grossi, ils vont passer de 150 personnes à 300 personnes en peu de temps. Donc il faut organiser, structurer. Et ça, qui est capable de mettre en place des process? C'est des gens qui ont déjà vécu dans des structures suffisamment solides, trapues, qui ont déjà vécu ça. Donc nous, en fait, on s'est rendu compte que des profils qui venaient par exemple de secteurs industriels un peu innovants, type automobile, etc., ça c'est tout à fait possible puisque dans l'automobile, il y a à la fois le côté innovation, il y a à la fois le côté industrialisation des process et il y a le côté structuration et le côté un peu technique parce qu'il faut discuter avec des ingénieurs en permanence, avec des techniciens, avec des équipes méthodes, des équipes qualité, donc il y a beaucoup de sécurité aussi qui sont nécessaires. Donc ça pourrait être une passerelle possible. Et enfin, dernier exemple, je me passe à un poste de directeur d'agence, donc là c'est sur un poste de middle management. L'entreprise est en très bonne croissance aussi, ils sont en train de changer leur mode d'organisation, ils passent plutôt en mode matriciel. Donc ça veut dire que chaque agence a de plus en plus d'autonomie, avec le plus de ressources possibles pour gérer le développement de projets photovoltaïques, que ce soit des projets au sol, des projets en toiture, en ombrière, etc. Là, il y a de la gestion de centres de profit, il y a la nécessité d'avoir du management du personnel, il y a des responsabilités stratégiques, donc c'est surtout ça, le type de compétences qu'on va aller chercher. Le monde du photovoltaïque, c'est pas très grave, plutôt le monde du bâtiment et le monde de la gestion du projet, parce que c'est assez cohérent aussi, il va falloir quand même gérer des projets qui sont au long cours, il va falloir quand même manager des équipes un peu techniques, un peu BTP, c'est génie civil, donc oui, il y a des parallèles assez faciles et assez évidents. Donc là, tout ça, j'ai voulu par ces exemples-là très concrets, vous prouver que finalement les énergies renouvelables sont assez accessibles par certains biais. Après, comme dans tout process de recrutement, c'est un peu une histoire d'alignement des planètes en fait. C'est-à-dire que oui, vous allez vouloir chercher un emploi peut-être, il va falloir quand même que ça soit dans la bonne localisation, il va falloir quand même que ça soit pour l'entreprise qui soit ouverte à un profil hors secteur et que ça corresponde au niveau de responsabilité que vous souhaitez, que ça corresponde au niveau de rémunération que vous souhaitez aussi, etc. Donc il y a plusieurs coches, plusieurs points à cocher, mais une fois qu'on a validé ces points-là et qu'il y a les compétences qui vont avec, ça serait tout à fait possible. Donc nous, en tant que cabinet de recrutement, on apprécie accompagner nos clients dans ces démarches-là de reconversion. On apprécie accompagner nos candidats aussi qui vont postuler et qui ont plein de bonne volonté. Hier, pas plus tard qu'hier, on était sur un salon mix énergétique à la Cité internationale et j'ai échangé avec un candidat avec qui j'avais échangé il y a 1 an qui ne venait pas du tout, il venait plutôt de la grande distribution type Biocop, etc., eau vive. Lui, il voulait rentrer dans les énergies renouvelables. À ce moment-là, on n'avait rien pour lui. 1 an plus tard, la personne a réussi sa reconversion et il est maintenant directeur commercial dans le monde du photovoltaïque. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui y arrivent. Donc moi, je vous encourage si ça ne marche pas la première fois, la deuxième fois, de pouvoir continuer parce qu'à un moment ou un autre, ça va certainement marcher. Et puis nous, en tant que cabinet, si vous voulez nous envoyer votre CV ou alors en tant que partenaire, vous souhaitez qu'on vous accompagne dans vos recrutements, ça sera avec grand plaisir pour pouvoir le faire. Et je crois que j'en ai fini avec ma petite présentation rapide. Pour nous contacter, voilà quelques petits points, mais après je serai disponible si vous souhaitez discuter avec moi. Et en plus, on est juste là, vous traversez en diagonale, nos bureaux sont juste là. Voilà. Merci à tous. Merci. Avec plaisir.
Donc voilà, pour prendre contact derrière. Donc si vous avez des questions, alors je sais que Ken n'a pas de stand puisqu'on n'avait pas accès au recrutement, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de cabinet de recrutement. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre contact. Et puis on a toujours 10 minutes de battement, voilà, si tu peux. Ah oui, oui, avec grand plaisir. Après la conférence pour ceux qui seraient intéressés par leur candidature. Et bien, Lionel, mais sans support, mais on est très bien quand même, hein, on est très content de vous écouter pendant 10 minutes. Ah, non, il n'est pas allumé. Il faut l'allumer. Ça devrait marcher. Non. Toujours pas. Si, il est allumé. Merci. Bonjour à tous, je suis Lionel Tricot, président du bureau d'études Elanor Consulting à Lyon. J'ai pas d'image avec moi, donc j'ai conscience que 90% de l'impact de mon discours est diminué. Il n'empêche que je vais être obligé d'aller droit au but. Donc je vais faire une présentation en 3 temps. Je vais parler de moi, je vais parler de mon métier et je vais parler des métiers autour du biogaz. Pourquoi vous parlez de moi ? Parce que c'est intéressant de s'apercevoir qu'on parle de reconversion, on peut aussi parler d'évolution de profil. Moi, j'ai un BTS d'électrotechnique et je suis devenu ingénieur en énergie et j'ai monté mon entreprise il y a quelques années. Et pourquoi je suis arrivé dans ces métiers du biogaz ? C'est parce que j'ai fait des rencontres et j'ai eu des soutiens, des aides, notamment par le biais du fonds GESIF, qui a changé de nom et que vous connaissez évidemment, qui m'a aidé à prendre conscience de mon potentiel en termes d'évolution, au-delà de la technique, d'être dans des métiers qui amènent à la réflexion, des métiers plus intellectuels, parce qu'on s'aperçoit des fois que la technique a des limites, et d'aller vers des métiers qui sont beaucoup plus larges. Et la méthanisation en est un. Je vous expliquerai en quelques mots pourquoi cette pluralité et sa richesse, et ça fait que c'est des métiers dans lesquels on ne s'ennuie pas. Eh bien c'est cette évolution-là qui fait qu'on est prêt à apprendre en continu et du coup à embaucher et du coup à faire passer des messages, à former. C'est tout mon parcours de technicien en cogénération, donc production d'électricité. Je suis arrivé, je suis passé par des étapes pour travailler pour la région Rhône-Alpes, notamment pour en tant que chargé de développement pour promouvoir les filières de production d'énergie renouvelable. Et puis progressivement, en développant un réseau, en travaillant pour des collectivités comme pour le monde agricole, on s'aperçoit qu'on progresse, on apprend des secteurs d'activité qui nous permettent d'être autonomes, et c'est comme ça qu'on a des velléités de créer son entreprise, d'embaucher, de former et de se polariser sur des métiers d'avenir. Alors la méthanisation, peut-être que vous ne connaissez pas, mais assurément tout le monde y fait face, puisque finalement on ne fait que reproduire ce que la nature fait très bien toute seule, c'est-à-dire faire en sorte que la matière se dégrade progressivement en autre chose. Alors une matière organique, on en a tous, c'est la poubelle sous l'évier, c'est le tas de fumier dans les champs. Il faut savoir que la matière, avec l'action des micro-organismes, eh bien, elle va se dégrader, elle va créer du gaz et elle va avoir une résultante qu'on appelle le digestat, c'est-à-dire une matière qui contient les éléments fertilisants. Et cette double production, naturellement, eh bien, ça fait des gaz à effet de serre et ça fait un fertilisant qui retourne dans les sols. Pourquoi on veut faire mieux que la nature ? C'est que vous avez bien compris, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Et l'idée, c'est de faire dégrader la matière, ok, mais dans un milieu confiné, maîtrisé, où cette énergie, on la valorise et on l'utilise correctement. Alors, dans les métiers de l'énergie, vous savez que produire du gaz, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des pays qui ont plus de chances que d'autres. Par contre, produire du biogaz, on en est tous capables. La consommation des humains est la même si la richesse de nos plats est différente. On a une production de déchets qui est sensiblement équivalente selon les pays. Et du coup, ça sous-entend qu'on pourrait tous, autant qu'on est, produire du gaz, produire de l'électricité avec ce gaz, ou produire carrément du biométhane, qui est un biogaz épuré. Et ça, quand on part de ce principe-là, finalement, on s'aperçoit que faire du biogaz et le valoriser, c'est deux métiers différents. Et le mien de métier, eh bien, c'est faire en sorte d'agglomérer les matières
dans une collectivité, dans une communauté de communes ou pour le monde agricole, et d'en faire une richesse pour un territoire donné. La résultante directe, c'est que ce gaz, il va participer à l'amélioration du taux d'ENR dans nos réseaux de chaleur, du taux d'ENR dans nos réseaux gaziers, chez GRDF ou GRT Gaz. Et en fait, on va dans le sens de la politique européenne, de la politique française. Et donc, c'est pour ça que, quelque part, il y a du soutien fiscal, soutien économique de la part de l'État. Donc, ce métier, il est plutôt favorisé à l'heure actuelle, parce que c'est dans l'air du temps, c'est assez logique d'aller valoriser quelque chose que l'on produit naturellement. Par contre, il souffre, on va dire, d'un manque de pédagogie, d'un manque de connaissances, voire d'une peur de la population, à l'instar de d'autres technologies qui souffrent de désinformation. La méthanisation, c'est du gaz. Le gaz, c'est souvent sous pression. La pression, ça fait peur parce qu'on pense tout de suite à explosion. Donc, dans nos métiers, il faut savoir être énergéticien, mais aussi, moi, j'ai l'habitude de m'appeler une sorte de psychologue de territoire parce que je fais en sorte que les acteurs de ce territoire, les élus, les techniciens, les personnes, les riverains d'un projet puissent se parler et surtout comprendre les risques associés. Donc, dans nos métiers au quotidien, moi, je fais de l'étude, c'est-à-dire que je fais en sorte de concevoir des outils, mais je fais aussi des analyses en termes d'ingénierie financière pour que le projet soit recevable sous des angles économiques, pas que techniques. On fait aussi une analyse d'intégration architecturale pour qu'il soit recevable auprès de la population. Donc le métier d'architecte, le métier de compréhension des enjeux, des risques, de l'intégration paysagère, ça fait partie intégrante de nos compétences. Moi, je suis thermicien, mais j'ai appris à faire des business plans, j'ai appris à travailler avec le monde des architectes. Parce qu'une belle intégration, c'est une bonne acceptabilité. Et l'acceptabilité, c'est le cœur même d'une réussite d'une filière. On a une vraie problématique en France, c'est une forme de résistance au changement. Le changement est difficile. Alors, je dis en France parce que j'ai beaucoup travaillé en pays nordiques. Ce n'est pas du tout la même approche sur les projets collectifs. Mais ici, il y a quelques réticences. Donc, il faut encore plus démontrer, encore plus montrer l'innocuité du Digista, montrer la réussite et la qualité en termes de sécurité, en termes d'ATEX, c'est-à-dire les risques d'explosion, etc. Donc toutes ces compétences fait la richesse de ce domaine et fait la richesse des humains qui la composent. Donc moi, en tant que président, j'embauche des techniciens, mais avant tout des ingénieurs pluridisciplinaires, parce que ce que je cherche à avoir, ce sont des personnes qui sont en capacité de faire du calcul technique, ce qui est assez simple pour un ingénieur finalement, mais surtout d'avoir une bonne compréhension du jeu d'acteur, une bonne pédagogie, et prendre la parole en public, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je cherche toujours des candidats qui ont ces profils-là, et finalement je n'en trouve jamais, parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Il y a quelques écoles de commerce qui apprennent à bien parler, mais ils ne savent pas spécialement dimensionner une unité de méthanisation, vous comprenez bien, et réciproquement. Donc toute la difficulté dans nos métiers, c'est de trouver la polyvalence. Mais ce n'est pas grave, on ne la trouve pas en général. C'est mon métier aussi de former et de passer le relais auprès de mes futurs collaborateurs qui deviendront aussi, pourquoi pas, un jour chefs d'entreprise et entrepreneurs dans la filière. On souffre beaucoup d'une pénurie de techniciens. On fait beaucoup de formations chez Elanor Consulting. On a formé pendant plusieurs années la filière pour créer des techniciens polyvalents. Alors un technicien qui sait démonter un broyeur ou réparer une pompe ou un moteur, on en trouvera toujours. Parce que ça, des électromécaniciens, ça se trouve encore. Mais un technicien qui comprend que quand il arrête une pompe ou un broyeur, finalement il a un impact sur un autre domaine et la production de gaz, elle ne peut pas se faire, c'est plus complexe. Et cette notion de vision holistique, elle est très compliquée là aussi, et c'est les formations que l'on met en place. Et on manque d'ouvriers capables de gérer un site, on manque de techniciens capables d'alimenter un site. Et ce sont des profils finalement, souvent moi je forme des gens qui sont en reconversion professionnelle, mais qui ont un background, un pédigré électricien ou électromécanicien. Quand on a touché ça, quand on sait se débrouiller en électromécanique, on sait se débrouiller en méthanisation, parce que la méthanisation, c'est une somme
de technologies relativement simples. Ce sont des agitateurs, des pompes, des broyeurs, de la biologie, bien sûr, il faut comprendre comment ça marche. Mais quand on a compris le corps humain, quand on se connaît un peu, on sait comment se réguler, la méthanisation, c'est un peu la même chose, il faut apprendre à se réguler. Donc on n'est pas en manque d'ingénieurs. À l'école centrale de Lyon, on fournit chaque année un certain nombre, donc ça, on sait les recruter, ce n'est pas un souci. Par contre, le vrai manque, c'est d'avoir des personnes qui sont en capacité d'avoir une vision globale, donc autant faire du performantiel que faire de l'analyse technique. Ce profil polyvalent est difficile à trouver. Et on manque de techniciens, des personnes qui sont capables d'aller mettre les mains dans le cambouis, mais ce n'est pas tout à fait du cambouis. Vous avez bien compris qu'on traite de la matière organique, c'est plutôt du caca que du cambouis. Il n'empêche que ça demande là aussi d'avoir des profils qui sont en capacité d'être réfléchis, donc prestations intellectuelles, mais aussi très débrouillards, un peu du système D souvent, parce que les pannes arrivent la nuit, parce que c'est très technique, et donc on n'a pas forcément quelqu'un au bout du fil. Vous voyez que ces profils, ils sont rares, mais en fait c'est ce qui fait la richesse de nos métiers, et c'est pour ça que depuis 15 ans, moi je ne m'ennuie pas en méthanisation, parce qu'on n'a jamais les mêmes typologies d'intervention, les mêmes complexités. Et moi, j'ai formé une trentaine de personnes en termes de recrutement brut. Je n'ai jamais eu les mêmes profils. On a pris autant des agros que des ingénieurs thermiciens que des BTS en électrotechnique, donc des profils un peu comme le mien. Et c'est intéressant de voir qu'on trouvera un job adapté à ces profils. C'est vraiment la personne qui crée le besoin, parce que c'est la chance de nos métiers, c'est qu'on touche à beaucoup de disciplines différentes. Donc en termes de timing, moi je peux m'arrêter là. S'il y a des questions, il n'y a aucun souci pour l'ouvrir. On peut prendre une ou deux questions avant de laisser la place à la conférence suivante. C'était plus général sur le secteur en fait. J'ai l'impression que tout ce qui est surtout énergie renouvelable, c'est un petit peu quand on a vu pour les télécoms la privatisation, c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'acteurs qui se sont mis sur cette niche et après très peu qui ont vraiment survécu à long terme. Donc comment vous voyez ou qu'est-ce que vous ressentez du secteur énergie renouvelable surtout? Merci. Vous la sentez ou... Dans le biogaz, vous avez tout à fait raison. On est dépendant de l'action ministérielle. C'est-à-dire que c'est les lois ou les décrets, plus précisément, qui orientent la filière. Très précisément, en 2021, l'État a défini qu'on avait suffisamment de projets de méthanisation en France. Ils ont fermé l'obligation d'achat, c'est-à-dire qu'ils ont baissé le tarif d'achat comme on l'a connu en photovoltaïque. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une baisse drastique des projets. Du coup, les sociétés étaient en manque de projets. Il y a eu des fusions, il y a eu des disparitions. Et on voit bien cette fragilité-là. Donc vous avez entièrement raison. Il y a des filières qui tiennent sous perfusion parce qu'elles ne sont pas encore assez développées. Je ne l'ai pas dit, mais il y a 1500 projets en France. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas du tout assez pour qu'il y ait 100 acteurs qui puissent vivre dans ce domaine-là. Et donc, c'est très fragile tout cela. Ce n'est pas vendeur parce que finalement, on peut se dire que l'emploi est précaire. Par contre, c'est très formateur. Donc, quand on travaille, par exemple, dans la méthanisation, on peut tout à fait travailler dans d'autres métiers parce qu'on développe des compétences qui sont utilisables ailleurs. Oui, tout à fait. Je partage aussi cet avis. Déjà, effectivement, la passerelle entre méthanisation et énergie renouvelable est assez fréquente. Des gens qui travaillent dans la méthane, qui viennent bosser aussi pour le photovoltaïque, pour l'éolien, ça marche. Parce que les problématiques d'acceptabilité dont vous parliez tout à l'heure sont les mêmes. C'est vrai aussi, oui, voilà, c'est aussi forcément. Et c'est vrai aussi qu'on est bien sûr tributaire de la situation politique en France, mais enfin, comme à peu près tous les métiers, je pense, puisque en 2011, il y a eu un moratoire pour le photovoltaïque, donc ça a fortement ralenti le développement du photovoltaïque en France. Demain, en 2027, en fonction du futur président ou de la future présidente, qui sait quelle sera la politique énergétique et quelle sera la politique vis-à-vis de l'éolien, du photovoltaïque, on n'en sait rien. En l'état actuel des choses, on est quand même sur des... en tout cas, c'est ma vision des choses, hein, on est quand même sur des marchés qui sont porteurs et sur des entreprises qui sont solides. Le photovoltaïque, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se créent régulièrement.
et qui se stabilisent, qui après sont suivis par des fonds d'investissement, qui sont rachetés par des plus grosses structures, mais c'est quand même assez fiable. Je pense qu'il y a quand même une perspective assez long terme, surtout sur le photovoltaïque. On peut voir assez loin, je pense, en termes de perspective. Merci. On va enchaîner, je vois la collègue qui voulait lancer. Merci beaucoup, merci à l'ensemble de mes speakers, c'était très bien, merci à vous. Donc si vous voulez rester dans la même salle, il y a une conférence sur l'ultime professionnelle. N'hésitez pas à descendre au rez-de-chaussée, il y a tous les personnes pour l'accompagnement, le financement de formation. Je récupère le petit micro. Ah non? Bon bah allez, c'est bon, je vous laisse. Et puis, de toutes les lunettes, de rester un petit peu à l'extérieur pour répondre à vos questions. Merci à